avant de dire quelques mots sur le film d'Albert Dupontel, vous dire la chance que ça représente d'être avec Sandrine Kiberlin tout à l'heure pour une rencontre qui va durer un peu plus d'une heure et qui vous permettra aussi de poser des questions. C'est rare aujourd'hui, mon expérience de journaliste fait foi, de pouvoir rencontrer des actrices. Dès qu'on demande une interview, le temps est compté, c'est 15 minutes, c'est 30 minutes. Et une heure avec une actrice comme Sandrine Kiberlin, c'est vraiment un luxe. Et c'est passionnant parce que vous l'avez compris sans doute déjà en voyant ces films et puis avec la programmation qu'elle a préparée pour le festival Premier Plan, que voilà, c'est une actrice créatrice, créative et passionnée, originale, anticonformiste. Voilà, donc il y a plein de choses à espérer d'une rencontre avec elle. Alors, sur le film d'Albert Dupontel, 9 mois ferme, vous dire justement que c'est peut-être pas un hasard si c'est celui qui a permis à Sandrine Kiberlin de remporter le César de la meilleure actrice, parce que c'est un film très original, justement, très audacieux. C'est une sorte d'exercice presque physique pour une actrice, hein. On va en parler tout à l'heure du jeu, de l'implication physique. C'est une sorte de, je dirais presque parfois de dessin animé avec un vrai corps, avec des vrais corps et avec une véritable actrice qui montre un talent, je dirais, multiforme et qui est attachante dans le film et qui est, voilà, qui risque tout, on peut dire. Donc le film est resté, enfin je l'ai revu pour préparer cette rencontre et il est resté absolument d'aujourd'hui. Enfin c'est une énergie qui n'a pas de déperdition. Voilà, et c'est une comédie qui est à part et qui est vraiment très belle dans le cinéma français. Donc je vous souhaite une bonne projection et puis on se retrouve tout à l'heure pour cet échange avec Sandrine Kiberlin. Merci, en tous les cas, merci d'être là. Sandrine Kiberlin, Frédéric Strauss, et vous, voilà, merci. Comment on dit merci en belge? Alors, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont arrivés après le film. Bienvenue Sandrine Kiberlin. Merci. Merci d'être avec nous. C'est formidable d'avoir un peu plus d'une heure pour échanger. C'est rare, voilà. Et on va pouvoir parler de votre parcours, et raconter, essayer de retraverser l'histoire. C'est une belle histoire avec des belles rencontres, des beaux rôles, notamment celui de 9 mois ferme qui vient d'être projeté. Voilà, il y a énormément de choses à raconter, à dire. Il y a aussi les films que vous avez choisis pour la programmation de Premier Plan. Donc le premier mot, ça serait beaucoup de choses, beaucoup. Et puis je me suis dit qu'en fait le premier mot, ça devait être légèreté. Parce que c'est en voyant le film de Emmanuel Mouret, Chronique d'une liaison passagère, je me suis dit que le charme de ce film, la grâce même de ce film, c'était que ça pourrait être un premier film pour vous, pour Mouret, peut-être aussi pour Machen et Vincent Machen, votre partenaire, et qu'il y avait quelque chose d'une simplicité, d'un élan, d'une envie, quelque chose qui n'est pas le professionnalisme. En tous les cas, bon, bien sûr, on imagine que le professionnalisme est là aujourd'hui, et comme depuis toujours, mais il reste cette légèreté un peu incroyable maintenant. Et vous avez parlé hier en lançant la programmation avec justement le film d'Emmanuel Mouret, vous faisiez un clin d'œil entre le nom du festival Premier Plan et votre goût des premières fois, l'importance que vous accordez aux premières fois.
Et donc la première question, c'est en fait, il reste quelque chose d'une première fois quand vous jouez aujourd'hui, par exemple, avec Emmanuel Mouret? Oui, bonjour à tous. Voilà, comme ça, c'est mieux. Oui, oui, mais parce que chaque film, en fait, est une première fois. Même, j'allais dire, les films où je retrouve des metteurs en scène. Même quand je retrouve Stéphane Brisé pour la deuxième fois, ce deuxième film reste une première, une grande première. En fait, je crois que c'est un peu le secret involontaire, puisque ça ne se calcule pas, ça ne se décide pas. Mais ma nature fait que j'aborde chaque film, en fait, chaque moment où je suis choisie par un metteur en scène comme une première, en fait. Parce que c'est pas le même rôle, c'est pas la même aventure, c'est pas les mêmes partenaires. C'est toujours, il faut que ce soit toujours une façon de surprendre celui qui me choisit, de me surprendre pour éventuellement vous surprendre. Et en se surprenant soi, on a une chance, voilà, de pouvoir imaginer les choses comme si c'était la première fois. Il y a les vraies premières fois qui sont derrière maintenant, mais qui restent des moments tellement forts parce que tellement attendus, parce que tellement inconnus, Mais c'est vrai que chaque fois, c'est quand même l'inconnu. Et Mouret, que je ne connaissais pas, pour moi, Emmanuel Mouret, c'était quelqu'un de très... que j'imaginais, donc parce que je le connaissais pas, donc je voyais ses films et j'imaginais un Emmanuel Mouret. Voilà, donc je pensais que c'était un homme très... déjà un homme à femme, un séducteur, je sais pas, je m'étais fait tout un truc. Un homme un peu scolaire, un peu classique, un peu... mais c'était pas péjoratif, c'était juste une façon de faire des films un petit peu très écrite, assez cérébrale, assez... Et en fait, je rencontre quelqu'un qui est pas l'inverse totalement, mais quasiment. C'est quelqu'un d'extrêmement instinctif, extrêmement physique, très drôle, très inventif, très humble. Donc tout ça, c'est comme une première fois, parce que c'est des premières rencontres, c'est un premier regard de cet homme sur moi. Moi, je ne sais pas ce qu'il a projeté sur moi. Il a inventé des personnages, il projette sur nous l'idée que c'est nous qui allons les interpréter, mais quand on joue, c'est très étrange parce qu'on ne se connaît pas avant. C'est-à-dire que il y a un moment où Emmanuel Mouret me choisit pour Chronique d'une liaison passagère, et puis il vient chez moi avec la moitié de son équipe, parce qu'il se trimballe toujours avec la moitié de son équipe, donc ça c'est très inédit. Et puis il commence à dire ah ben, j'imagine le personnage comme ça, comme si, et toi, comment tu penses on avait fait une lecture ou deux avec Vincent Macaigne, et c'est là, en fait, au fur et à mesure des rendez-vous, que je le rencontre. Il n'y a pas une rencontre solennelle, en tout cas avec Emmanuel, pas du tout. C'était comme des rencontres successives où on s'informait l'un et l'autre de ce qu'on pensait du personnage, du film. Et donc, c'est que des premières fois, en fait, parce que c'est la première fois qu'il me regarde. Je me souviens, première lecture, je sais qu'il me regarde, qu'il m'écoute pour la première fois. J'ai un peu le trac. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que c'est comme ça qu'il envisageait les choses? Est-ce que, en plus, moi, je lis pas très bien les scénarios parce que je les joue. Enfin, les lectures qu'on a avec les acteurs, je sais jamais s'il faut les jouer ou les lire. Pour moi, c'est peu possible de jouer en lisant. Il faut que je sois debout, physique, dans les séquences. Donc en fait, une lecture, c'est très... ça dépend pour qui, mais pour moi, c'est très... Donc les premières fois sont parfois aussi un peu délicates, comme ça. Mais moi, j'ai toujours envie que ça aille. Si vous voulez, je suis quelqu'un qui, de toute façon, par principe, veut que ça aille, que ce soit pas conflictuel, que ce soit que la récré de jouer, qu'on a de la chance et que... ce soit léger. Ouais, ça rejoint ce que vous disiez. Qu'on tente, vu ce qu'on a à faire, même quand les films sont plus graves, que ça reste quand même léger. Léger comme quand on est enfant et qu'on joue, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Faut pas que ce soit plus compliqué que ça, je crois. Mais est-ce que ça veut dire que Sandrine Kiberlin n'est pas prisonnière de Sandrine Kiberlin? Puisque pour retrouver, enfin, vous n'êtes pas prisonnière de ce que vous êtes aujourd'hui comme actrice? Ah non, pas du tout. Je suis prisonnière, je crois, de rien. Attendez, j'ai été prisonnière un moment. Non, mais
pense que la joie d'être acteur, c'est justement, et quand on le fait quand même depuis longtemps, c'est, oui, d'arriver à être prisonnier de rien. Je ne pense jamais à qui je suis, je pense jamais à ce que j'ai fait, je pense jamais à ce qui sera, à ce qui plaira ou pas, je pense jamais, finalement, jamais au regard des autres. Encore moins en ayant fait un premier film, je me suis jamais dit, tiens, je vais faire un premier film, il va falloir vraiment que je me bride là et là pour que ça plaise. Non, alors là, c'est le meilleur moyen pour que ça plaise pas, déjà, parce que ce sera pas entièrement nous. Et dans le jeu, c'est pareil. C'est la liberté de jouer. Après, il y a évidemment parfois des contraintes liées à des demandes de mise en scène, des demandes du metteur en scène, mais qui sont, dans la plupart des cas, en ce qui me concerne, des informations pour que ce soit mieux. Je pars du principe que quand je suis choisie pour faire un film, ce qui va faire que ça va être bien, c'est la confiance mutuelle. Donc, à partir du moment où à partir du moment où je suis choisie, c'est comme en amour, c'est exactement comme une rencontre amoureuse. À partir du moment où on tombe amoureux et l'autre aussi, on est prisonnier de rien, on est libre de tout, on se sent aimé, on se sent choisi. Si le mec qui vous choisit est un peu comme ça, pas sûr. Pas certain en fait de la trouver si, je sais pas, il vous voit vous déshabiller, il fait, hein, finalement, bon. Bah, non mais, vous voyez, on a mal au bide, on sait plus si on est bien, on calcule, on sait plus. Un metteur en scène, c'est pareil. Si le metteur en scène vous choisit et qu'il y a un amour entre nous, femme ou homme, hein, c'est un amour différent, je pense, mais c'est quand même un amour entre metteur en scène et actrice. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du désir, quoi. Si le désir est intact et la confiance aussi, on peut tout faire. On est libre de tout, on est prisonnier de rien et tout. Si le metteur en scène, à partir du moment où vous jouez une scène, fait pas certain là, d'avoir fait le bon choix, alors là, c'est très 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 handicapant tout à coup. Et moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas vécu le truc de je suis choisie et le metteur en scène se dit ça m'est arrivé une fois, je crois, où la script et le metteur en scène étaient comme ça. Truc. Alors là, moi, j'avais le ventre noué et ça s'est très mal fini une seule fois. Bon. Je sais pas combien de films. Plus de 60, je crois. Voilà. Mais alors, être libre, ne pas être prisonnière de votre image, c'est quand même résister à ce qu'on appelle la starification. Ça veut dire imposer aussi cette liberté, ne pas ne pas suivre un chemin qui pourrait vous être imposé. Oui, mais ça, c'est aussi une question j'allais dire, d'intelligence ou de nature ou de lucidité surtout. C'est-à-dire que oui, quand on rêve d'être actrice, pas dans sa chambre entre quatre murs on rêve effectivement d'être aimé, on rêve de convaincre, on rêve que les films qu'on va choisir soient ceux qui vont être aimés par le public. Enfin, on fait les films pour le public, pour les gens, pour défendre l'idée d'un metteur en scène, le regard d'un metteur en scène, le parti pris d'un metteur en scène. Et puis après, on devient connu, reconnu. Mais ça, si on vit pour ça et si on pense à ça, on est foutu. Moi, je suis très reconnaissante et très consciente du fait d'avoir accédé à ce dont je rêvais, c'est-à-dire pouvoir choisir les films qu'on me propose, pouvoir être exigeante, pouvoir prendre le public, avoir compris qu'on se comprend. Enfin, ça, c'est très émouvant d'avoir compris que les gens m'ont compris. Vous voyez, c'est pas gagné, hein, on est particulier chacun. Et ça, c'est très émouvant, de film en film, de comprendre que les gens vont voir ce que je fais, pas que pour moi, mais je veux dire, en tout cas, il n'y a pas une réticence a priori. Ça, on peut y penser, mais on pense pas à... Je ne pense jamais dans ma vie de tous les jours que je suis une actrice connue. Je fais mes courses, je parle... Je me souviens, quand j'allais à l'école chercher ma fille, il y avait d'autres actrices, parfois moins connues d'ailleurs, si on parle de notoriété, et qui arrivaient avec des lunettes de soleil, un chapeau. Donc tout le monde, évidemment, regardait les chapeaux et les lunettes. Moi, j'arrivais, je pense, limite en jogging pour aller chercher ma fille. Et après, je prenais des cafés avec les mamans.
des autres enfants qui étaient des copains de ma fille, et on parlait de ma copine architecte qui avait des problèmes avec ses employés, autant que de mon métier, où je disais, oh là là, je dois apprendre mon texte, c'est galère, bah tiens, je vais t'aider à l'apprendre. Enfin, je veux dire, c'est un métier, c'est pas... j'ai jamais considéré ça comme... je ne suis pas exceptionnelle parce que reconnue dans la rue. Je disais à ma fille, il y a des boulangers qui réussissent leur baguette et on les félicite dans la rue. Moi, je réussis peut-être des films aux yeux des gens, puis c'est sur un grand écran, donc c'est très disproportionné, mais ils me félicitent pour ça. Donc elle n'a jamais eu le décalage non plus je sais pas, puis il n'y a plus de stars aujourd'hui, soyons très aussi honnêtes. L'époque a changé aussi. Je pense que c'est pas du tout la même chose d'être célèbre aujourd'hui, d'être reconnu aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque, parce que on est un peu bousillé par les réseaux sociaux, tout ce qu'on sait. Mais il y a une approche toujours assez mystérieuse pour les gens vis-à-vis des acteurs, et heureusement qu'il y a toujours ce mystère qu'on préserve bien. Et cette distance entre l'image projetée sur un écran surdimensionné dont j'ai rêvé. J'ai rêvé d'impressionner par les rôles et tout ça, mais j'ai rêvé d'impressionner par les rôles, par les personnages. C'est en allant voir des acteurs jouer des personnages que j'ai voulu être actrice. Donc c'est pas en rencontrant dans la rue Romy Schneider parce qu'elle était connue. C'est parce que j'ai vu Romy Schneider jouer des rôles où je voulais être elle dans César et Rosalie, par exemple. Mais je voulais pas être elle. D'ailleurs, personne n'a envie d'être Romy Schneider, en vrai. Non, mais il faut faire Je veux dire, c'est très... On reste des êtres humains avec des vies et il faut réussir sa vie. Après, on a un métier et on a envie de le faire avec le plus de sincérité possible, le plus de choix possible, le plus de belles rencontres possibles, le plus de beaux rôles possibles. Mais c'est un métier... Enfin, c'est surtout on joue avec ce qu'on est, donc c'est fragilisant, c'est vrai, même si c'est très amusant. On voit bien que même enfant dans la cour de récréation, quand on joue à la prisonnière pendant 1 heure en étant attaché, on en a marre d'être attaché, quoi. Je veux dire, même si on s'amuse à être attaché, au bout d'un moment, ça nous prend la tête d'être attaché. Donc il faut avoir des valeurs, une force de vie, quelque chose qui fait que, en ayant été attaché 1 heure, on sait très bien que c'est un jeu, on se détache. Ça nous a pris la tête d'être attaché, mais on se détache. Mais il y a des acteurs et des actrices, on parlait de Romy Schneider ou de Vert ou des gens fragiles comme ça, qui en jouant, je pense que ça n'aide pas à, quand on est fragile à la base, de jouer et d'être tout le temps quelqu'un d'autre et de jouer avec ses émotions, de jouer avec soi, c'est quand même assez violent parfois, et donc il faut être très bien entouré, très solide, et justement, pour répondre encore là à votre question, faire la vraie différence entre rester moi-même, je suis moi, très sympa, je pense. Non, mais avec une belle vie, tout ça, et par ailleurs, venir très flatté, vivre la rétrospective de films avec vous, et parler de ça avec vous, mais on pourrait parler individuellement, enfin rester moi, quoi. Et alors, on va parler bien sûr de vos débuts aussi, et je voulais faire un lien entre le film de Dupontel et vos débuts, parce que le film de Dupontel est beaucoup fait sur le corps. Hein, il y a l'homme saucissonné, et puis le corps de votre personnage qui vit sa vie pendant une nuit de folie, et qui fait un enfant sans vous avertir. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et puis aussi le film, c'est des expressions du visage, hein, les gros plans comme ça sur des visages écarquillés. Il y a plein, et on sent que vous jouez avec votre corps comme si c'était presque comme si vous étiez un personnage de dessin animé, enfin aussi toniquement, aussi dangereusement aussi que cela. Et vous aimez ce type de performance finalement casse-cou et physique? Oui, alors là, c'est très visible dans un film comme celui-là parce que c'est très visible. Enfin, je veux dire, je passe il y a même des contorsions de danseuses que je fais pas entièrement d'ailleurs.
Je vous rassure, la jambe qui monte comme ça, c'est pas la mienne. Mais parce que j'aurais été bien incapable. Mais en attendant, quand je suis ivre-morte et que d'ailleurs Dupontel attendait avec beaucoup d'impatience et beaucoup de doutes, beaucoup de crainte. Certes, il m'a fait confiance, mais enfin, il était quand même très comme ça, à attendre de voir comment j'allais me dépatouiller de la scène d'ivresse, par exemple. Donc, il a commencé par ces scènes-là, parce qu'il se disait, tiens, ouais, ok, Sandrine Kiberlin, je l'aime bien, mais on va voir si elle sait s'abandonner dans des choses qui peuvent être drôles sans jouer le gag, sans jouer, voilà, en étant vraiment dans la situation. Et on a commencé, je crois, le film par la scène, si je ne me trompe pas, non, on a commencé par tout le début, par tout ce plan séquence dans le palais de justice, là, parce qu'on était tributaire, enfin, on dépendait de la date du décor. Et après, très vite, on a fait cette scène où je descends l'escalier, où j'ai la perruque et où je suis ivre complètement et je shoot dans les canettes Enfin, elle est complètement bourrée, quoi. Et je me souviens de l'inquiétude d'Albert, qui était sûr de ma fragilité, parce qu'il me voyait comme une actrice fragile. Il avait le souvenir de moi, sans doute, dans des rôles fragiles. Et c'est sa productrice qui lui a dit, mais tu sais, je viens de faire un film avec elle, elle était drôle, etc. Il m'a fait passer des essais, il a vu que je le faisais rire, en tout cas. Mais il attendait, on n'avait pas passé des essais sur ces séquences-là, qui sont quand même des séquences un peu mystérieuses pour des acteurs. On se lance, quoi. On réfléchit pas. Il faut que je sois bourrée. Ben, je n'ai jamais été bourrée, moi, en plus. Non, mais voilà, je vous le dis, je ne bois pas. Mais c'est pas... Il y a plein de gens qui vivent l'ivresse autour de moi et tout ça, et que j'adore. Enfin, c'est pas un plus. Enfin, c'est bon. En tout cas, j'ai imaginé cette Ariane un peu stricte en plus, un peu cuissérée comme ça, qui là, elle, serait bourrée. Donc pour moi, elle l'est d'autant plus. Parce que si elle est bourrée, cette Ariane, elle l'est complètement, puisqu'elle ne boit pas, à mon avis, si souvent. Donc, moteur-action, on ne répète pas ces scènes-là. On les répète pas. C'est vraiment moteur-action. Vas-y, Sandrine, elle est bourrée. Ben là, vas-y, tu descends. Voilà le trajet. Il me montre le trajet de l'escalier. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est abstrait. Hein, mais en gros, c'est une femme juge très, très scolaire, comme ça, avec un tempérament assez strict, on va dire, qui, le soir du Nouvel An, se bourre la gueule, et on la voit le lendemain descendre l'escalier principal du palais de justice en étant complètement ivre-morte et tout ça. Avec une perruque sur la tête, parce que c'était déguisé et tout. Enfin, bon, bref. Moteur-action, voilà. Je veux dire, il faut le faire comme Louis de Funès, moteur-action, ouais, ce truc. Bah, là, je me suis dit, ça passe. En fait, je me dis pas ça passe. Je me dis, ça va être super. Je sais que j'ai envie de jouer ça. En fait, c'est jubilatoire pour moi. Et je compte sur mon plaisir de le faire. Et donc, moteur-action. Et je prends mon pied à faire cette séquence, à me marrer, à être bourré, et à être complètement dans la situation d'Ariane. Et là, je vois Albert qui jubile, qui est trop content. Et là, c'est parti. C'est parti pour tout le film. On se fait le check, là, et lui, c'est comme un enfant. Bah vas-y, finalement, shoot dans les canettes, cours. Ah bah vas-y, enlève ton soutif. Machin. Il faisait tout faire. Et moi, comme j'étais Ariane bourrée, je faisais tout. Donc, il y avait... Non, mais c'est tout. Et donc, en fait, ça se voit beaucoup que c'est un travail plus physique parce que c'est des élans burlesques, en fait, dans le film. Mais j'aborde, je crois, tous les rôles comme ça, en fait. Même Mademoiselle Chambon, c'est physique. C'est autrement physique, mais c'est une timidité physique. C'est un abord avec le maçon dont je suis amoureuse, elle est institutrice. Et moi, c'est ça qui m'amuse, c'est le rythme des personnages. Parce que je pense que dans la salle, si on est différents les uns des autres, c'est parce qu'on est différents les uns des autres, mais c'est en partie aussi par la voix. Je pense que nos voix sont nos signatures, nos ADN. On ne peut pas tricher avec la voix. Quand vous avez quelqu'un au téléphone qui va pas bien et que vous connaissez, vous savez qu'il va pas bien. Il peut toujours vous dire si ça va. Non, ça va pas du tout, quoi. Et le corps, c'est pareil. Ça ne triche pas. Le rythme de chacun est différent. Vous n'avez pas la même façon là de
d'appréhender ce rendez-vous qu'on a dans le corps que moi. En plus, après, parfois, on peut faire genre, on est très à l'aise, et puis on l'est pas. Mais ça se sent. Et je pense que dans les personnages, ça, c'est un gros secret inconscient, qui est l'abord des personnages par le corps, par le rythme, par le physique, en fait. Dans le Dupontel, c'est vrai c'est plein de choses. Alors, il y en a plein. Il y a plein de rythmes différents. C'est pour ça que c'est choquant. C'est qu'elle est à la fois très raide, et puis quand ça se déraidit, c'est très n'importe quoi. Et puis ça passe du rire aux larmes, il y a un truc nerveux, puis parfois très, très posé, très statifié même. Donc c'est un rôle en or pour ça. Mais après, il faut y aller, quoi. Il faut savoir profiter de la chance d'avoir ça à jouer. Mais plein de choses aussi en demi-teinte. Moi, j'adore quand les rôles sont comme les gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'un bloc. Elle n'est pas que juge un chouille antipathique. Si elle l'est, c'est pour des raisons. Si elle est un chouille antipathique, ce qui m'intéresse, c'est moi de presque faire sa psychanalyse inconsciente de pourquoi elle est antipathique, et donc dans certaines séquences de glisser le pourquoi de cette antipathie, par exemple, et de la rendre, je pense, émouvante. Parce qu'on n'est jamais antipathique sans raison, on n'est jamais agressif sans raison. C'est une carapace, et quand la carapace, en l'occurrence dans le rôle, c'est ça, quand la carapace s'envole avec ou l'ivresse ou la vérité d'une situation à la fin, par exemple quand ils tombent amoureux l'un de l'autre, elle est que douceur, elle est que émouvante, quoi, je trouve. Alors le lien que je faisais avec ce jeu physique et vos débuts, c'est que votre surgissement, on peut dire, au cinéma, c'était vraiment une jeune fille grande, rousse, et avec un physique un peu particulier. Vous vous êtes sentie vous-même singulière en tant qu'actrice physiquement? Bien. J'espère bien. Moi, toutes les actrices que j'aime et qui ont, j'allais dire, inventé quelque chose, qui ont marqué quelque chose dont on se souvient, sont des actrices, pour moi en tout cas, qui ne ressemblaient pas à une autre actrice. Donc ça choque au début. On se dit, mais pourquoi cette tête? Pourquoi cette voix, ce corps? C'est très amusant, parce que, par exemple, j'ai montré, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Sidney Pollack que j'adore. J'adore plein de films de Sidney Pollack, mais ce film avec Barbara Streisand, Nos plus belles années, avec Redford et elle. Bon, Barbara Streisand, c'est quand même pas un physique facile, une beauté évidente. Et là encore, j'avais montré ce film à des enfants. Et au début, les enfants me disaient « Ah, mais qu'est-ce qu'elle est moche! Mais je peux pas regarder un film avec une actrice aussi moche. Elle est moche. » Et au bout de, je sais pas, 10 minutes de jeu de Barbara Streisand, « Ah, c'est la plus belle du monde en fait. Elle est géniale. Non, mais qu'est-ce qu'elle est émouvante. » Et ça, pour moi, c'est... Voilà, j'adore. La beauté, elle est ailleurs. La beauté, elle est ou chez Romy Schneider, qui est exceptionnellement belle dans le sens évident, mais d'autant plus belle qu'elle est brisée, quoi, qu'elle remplissait l'image de son aura de jeu, de son vécu, de sa puissance émotionnelle, quoi. Mais donc il la rend belle, mais pas que belle. Je veux dire, elle aurait été que la Romy Schneider dans Sissi. On sent déjà qu'elle a une vie, quoi. Et c'est ça qui nous touche. C'est pas son physique absolument parfait et tout. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça détonne un peu, je veux dire, Gena Rowlands, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas Ingrid Bergman. Ça va pas du tout au départ, physiquement. C'est des épaules qui veulent rien dire, un nez qui veut rien dire, des yeux, une forme de visage 10 fois trop, pas assez, enfin bon. Mais elle est sublime. Alors non pas que je me trouve sublime, mais ça veut dire que quand on me reprochait au début de mes premiers essais d'être pas un critère qu'ils connaissaient en fait. J'étais ni Isabelle Huppert, ni Adjani, ni... j'étais pas classable, quoi.
Donc, il disait toujours, oui, mais elle est super, hein, elle est bonne actrice, mais on préfère celle qu'on classe déjà dans le truc, qu'on n'a jamais revu. Hein. Non, mais je vous dis franchement, non, mais moi j'étais pétrifiée. Ça me faisait de la peine, parce que j'arrivais pas à avoir le rôle, mais après, je me disais, mais c'est fou, quoi. Et les années après donnent raison au singulier, donnent raison à ceux qui restent eux-mêmes, à ceux qui ont une signature. Mais ça peut être un type très beau, comme Jean Dujardin est très beau, par exemple. Mais Jean Dujardin est bizarre. Et Jean Dujardin excelle quand il est bizarre, enfin quand il joue pas de sa beauté, quand il joue sur son talent d'observateur des personnages, et que d'un seul coup c'est un grand acteur quand il s'abandonne oui, à OSS, quand il se moque de lui-même, c'est ça la beauté aussi des acteurs, en fait, la beauté des acteurs, c'est surtout pas. Je trouve que les acteurs se perdent et on les perd quand quand ils sont conscients de leur séduction, quand ils se savent beaux. Il y a des actrices qu'on voit jouer et on se dit, oh là, mais elle pense qu'elle est belle, on rentre pas dans le truc, on voit qu'elle se regarde jouer, en fait. Ça marche pas. En fait, il faut jamais se regarder, faut s'abandonner au jeu. Mais moi, j'ai souffert au début d'être embarrée parce que trop grande, trop de taches de rousseur, pas assez classique, on me disait. Voilà. Mais j'ai souffert jusqu'à ce qu'on me dise de me refaire le nez parce qu'il n'était pas droit. Faut être solide, hein. Faut avoir les pieds dans la terre. Faut être aimé aussi. Il faut avoir été mise en confiance par des gens. J'ai eu de la chance, moi, d'avoir de l'amour autour de moi pour me dire non, je reste moi-même. Et je me suis demandé si c'était pas les femmes cinéastes qui avaient d'abord compris quelle actrice vous étiez ou vous pouviez être. Parce que j'ai pris des notes là-dessus, mais il y a eu par exemple Des filles et des chiens, ça c'est un court-métrage de Sophie Filière. Comment font les gens, Pascal Bailly, une cinéaste aussi, c'était un moyen-métrage aussi très remarqué. Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel, Laurence Ferreira Barbosa, très remarqué. Ensuite, c'est Les Patriotes que vous montrez à Angers, ça c'est Éric Rochant, c'est votre première nomination au César, Meilleur Espoir. Et ensuite, En avoir ou pas, qui vous donne le César, qui vous permet d'obtenir ce César du meilleur espoir. Et là, c'est à nouveau une femme cinéaste, Laetitia Masson. Donc, les femmes ont vu plus vite que les hommes. Quelle actrice vous étiez ? En fait, il y a eu un truc qui s'est passé presque en même temps. Le premier vraiment qui m'a choisi, c'est Rochant. C'est Eric. Donc et c'était très bon pour moi parce que c'était très valorisant pour moi qui n'avait pas conscience de pouvoir plaire à un cinéaste homme. Parce qu'il y a une vraie différence d'être filmé par un homme et par une femme. Même si pour moi, il n'y a pas de différence entre les films de femmes. Il n'y a pas de films de femmes et de films d'hommes. Il y a des films beaucoup plus féminins faits par des hommes et des films beaucoup plus masculins faits par des femmes. Mais quand on est choisi par un homme ou par une femme quand on est actrice, c'est pas le même désir. Et Éric Rochant, en plus, il avait besoin d'une call girl, d'une fille qui était très loin de ce que je suis, qui était extrêmement féminine, qui séduisait les hommes, qui est mystérieuse, qui joue de sa séduction, de son physique. Les call girls, tout est dit, quoi, quand même. Donc, moi, j'étais à peu près comme ça en plus teenager. Et il me choisit. Donc moi, là, il y a un truc de désir d'homme à femme, de regard d'un homme sur moi. Après tout ce que je viens de vous raconter, on me trouvait pas assez ceci, pas assez cela, pas assez truc. Là, d'un coup, je peux vous dire, je me baladais en robe courte, j'avais l'impression d'être la plus belle de la Terre. Il m'a enlevé un poids de 600 kilos de complexe. Et j'avais l'impression d'être choisie pour le grand écran par un cinéaste en plus qui venait de faire un succès. Enfin, ça m'a donné des ailes, quoi, d'être choisie par lui, d'être vue par lui. Et même, je lui disais, mais t'es pas emmerdée par mon physique ? Et il me disait, bah non. Je dis, ah bah c'est bizarre. Il me dit, bah non. Bon, je me suis dit, ok, il a pas vu.
ça va faire la blague. Bon, peut-être qu'il... Mais pendant tout le tournage, je me disais, à un moment, il va voir quand même que je suis bizarre. Jusqu'au jour où je lui dis, mais tu me trouves pas bizarre? Il me dit, mais arrête, je te trouve... je t'ai choisi, quoi. Enfin, non, voilà, tu serais autrement, je t'aurais pas choisi. Je dis, ah, super. Et parallèlement à ça, c'est vrai qu'il y a eu Sophie Filière, c'était juste avant Sophie, puisque même Rochant m'avait vu avant de me voir dans le court-métrage de Sophie, mais ça a confirmé son envie pendant que je faisais les essais avec lui. Il a vu le court-métrage de Sophie et il s'est dit, elle est super actrice. Et les filles qui m'ont choisi, les femmes qui m'ont choisi à l'époque, c'est plus un truc d'identification. Moi, je le vois avec Rebecca Marder quand elle est rentrée dans mon bureau, quand moi je l'ai choisie après comme réalisatrice, il y a un truc d'identification. C'est-à-dire, vous voyez rentrer sans doute que Sophie Filière, d'ailleurs c'est pas sans doute, c'est Sophie Filière par exemple, qui m'a filmée donc pour la première fois. Je vous explique comment elle m'a choisie. Elle est arrivée, donc Sophie Filière sortait de la FEMIS, la grande école de cinéma parisienne. Et elle voulait faire son premier court-métrage, qui s'appelait donc Des filles et des chiens, que je présente ici pour vous et tout ça, qui raconte l'histoire de deux filles qui jouent au jeu de « tu préférerais ». Donc c'est une fille qui demande à l'autre « tu préférerais avoir le vélo que j'ai ou qu'il fasse mauvais demain ?» Alors la fille dit « oh bah qu'il fasse mauvais demain ». Tu préférerais, jusqu'à ce que ça dégénère complètement, tu préférerais boire le pipi de ta mère ou que ton père te fasse caca dessus. Enfin un truc... C'est très très drôle. Et il a eu des prix hallucinants. Ce court-métrage a fait un bruit et très bien mis en scène parce que c'est un plan séquence. Et donc on n'a pas le choix dans le... C'est vraiment un jeu... le plan séquence, ça veut dire qu'on ne peut pas couper. Donc c'est moteur, action et on fait tout le court-métrage d'un coup. Donc, elle a une des deux filles et elle cherche l'autre fille. Et donc elle vient au conservatoire voir des jeunes actrices. Et elle prend un café dans le café pas très loin du conservatoire. Et moi, je suis dos à elle. J'ai une natte. Et elle voit ma natte. Et elle vient me voir. Et elle me dit bonjour, mais toi, tu veux pas être actrice, en fait, c'est dommage, t'es au café. Et je lui dis, mais moi, je suis au conservatoire. Elle me dit, quoi? Je dis, bah oui, moi, je suis au conservatoire, je suis élève. Ah, mais tu veux faire mon film? Je dis, bah oui. Elle me choisit comme ça. J'ai jamais fait d'essai, j'ai jamais truc. Je me retrouve sur le tournage, elle me dit bon bah action les filles et on fait tout un court métrage. Elle m'a choisi de dos avec une tresse. Et je me suis retournée. Bon, je pense qu'elle a été agréablement surprise, enfin pas désagréablement surprise quand je me suis retournée. Et elle s'est dit merde, c'est con qu'elle soit pas. Voilà, donc c'est fou quoi. Et ça c'est la première fois que je suis choisie. Et tout ça pour dire qu'il y a eu une identification, je pense, de Sophie à moi. C'est purement sur une identification qu'elle m'a choisie. Pascal Bailly, ce moyen-métrage que j'adore, qui est une des plus belles choses que j'ai pu faire, je crois. Notamment, il y a une scène où j'ai un fou rire parce que je suis sous médicaments, parce que je suis pas très bien. Et en même temps, il y a quelqu'un, mon ex, qui m'appelle et qui me dit qu'il m'aime plus, ou je sais plus quoi, et donc je dois rire et pleurer dans la même séquence. Et là, je me suis dit, ah, ça, c'est une chance à saisir. Les gens, ils vont adorer ça. Je vais saisir cette chance. Je me souviens du moment où je me suis dit, ça, c'est un moment de jeu qu'il faut que je saisisse, parce que ça va faire son effet, quoi. Et c'était un moment très fort pour moi. Et c'était aussi Pascal Bailly, finalement, quand j'y pense, Sophie Filière, Pascal Bailly, et alors ne parlons même pas de Laetitia Masson, sont des espèces de sosies de moi. C'est vraiment, on nous met toutes les quatre là sur scène, il y a plein de choses en commun. Plein de choses différentes, mais il y a beaucoup de choses en commun. La façon d'être bizarre, la façon d'être naturelle, je sais pas, il y avait vraiment une identification. Laurence Ferreira, c'était pareil. Toutes les filles qui m'ont choisie au début. Et alors, quand je vous entends me dire ça, je me dis, c'est marrant. Depuis quelques années, je suis beaucoup plus choisie par des hommes. Il faut que je m'interroge. Mais il y a eu aussi, j'avais noté également les autres cinéastes femmes qui vous ont dirigé, Valérie Lemercier. Ouais, mais c'est identification. On a un truc en commun. Et on est très amis et on a un truc en commun. Ah ben, de folle.
Alors, Nicole Garcia aussi, ben là, Ouais. Très beaucoup de choses en commun. Maïwen, Moins commun. Mais grand talent. Jeanne Herry, avec Ouais. 2 films, hein, Elle l'adore et Pupille. Et surtout, Elle l'adore, qui était son premier film dont personne ne voulait, Mhm. qui n'était pas produit, qui allait de bureau en bureau. C'est intéressant aussi ça. Je suis au moment où je sors de 9 mois ferme, je crois, hein. Oui, il me semble. Et tous les gens me disaient, ah bah après 9 mois ferme, il faut que tu fasses un truc, je sais pas quoi, parce que les gens ont toujours des idées de carrière. Mhm. Pas les gens qui m'entourent d'ailleurs, ni mon agent, ni Tony qui est là, pas loin, enfin, pas du tout. Mais je veux dire, il y a des gens qui n'envisagent pas le métier comme moi. D'autres acteurs notamment qui disent mais il faut calculer quand tu viens de faire le Dupontel, donc là il faut faire encore plus fort que du malin et encore plus connu et encore plus. Et moi il y a Jeanne Herry qui m'envoie son scénario, donc elle l'adore, que je trouve brillant, avec une scène de garde à vue. Je me dis, je veux être cette Muriel esthéticienne géniale. Sauf qu'elle me dit, il n'est pas produit, il n'est pas distribué, c'est une cata. Et je dis, bah attends, moi je vais l'envoyer à Alain Attal, qui a le bras long, parce qu'il ne suffit pas d'être produit, il faut aussi après que tu trouves un distributeur, que ton film ne soit pas dans un placard. Et puis ça a été rencontre au sommet, et elle a rencontré ce producteur, on a fait ce film, et aujourd'hui elle travaille avec eux sur Pupille, sur le prochain qui va être, je crois, très beau, dans lequel je ne suis pas. Et le film a marché, Elle l'adore, ça a Et été le un film succès. a marché, Voilà. ça a été un succès, et ça a été les débuts de Jeanne, très remarquée. Et c'est parti, voilà, comme ça. Et c'est des trucs de confiance. Et elle me choisit aussi, je pense, sur des sensibilités communes, des choses. Ça peut même s'arrêter à des taches de rousseur qu'elle a et que j'ai, hein. C'est débile, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'identification. Vraiment, je le sens. C'est comme si je prenais le relais de ce qu'elles sont pour raconter leur histoire, quoi. Alors qu'un homme, c'est comme si je représentais la femme qu'ils ont imaginée, soit pour jouer une femme qu'ils aiment, soit pour jouer une femme qu'ils désirent, soit pour jouer une femme qui les raconte au féminin. Enfin, c'est autre chose. Et sur cette question des femmes cinéastes, bien sûr, on en parle beaucoup aujourd'hui. Vous-même, vous êtes devenu cinéaste. Et il en a été question à propos des nominations récentes au César, parce qu'il a été constaté que... Je n'y suis pas. Voilà, et Rebecca Zlotowski non plus. Enfin, plusieurs cinéastes qui étaient à l'œuvre l'année dernière ne Oui, sont pas... mais Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce je que... pense que c'est des conneries. Je pense que les gens votent. Donc voilà, ils votent pour les films qu'ils ont aimés. Je pense que ça se joue à peu de choses. Euh, comment dire, il n'y a pas, je pense pas que c'est pareil pour le Festival de Cannes et les sélections. Thierry Frémaux, il se dit pas, alors voilà, attends, ça c'est un film de femme, je vais le prendre, parce que c'est un film de femme, c'est à chier, mais je vais le prendre. Ça, c'est super mieux, mais je vais pas le prendre, c'est un mec. Non, c'est pas possible. Je veux dire, déontologiquement, il prend les films qu'il aime. Il prend les films qu'il fait vibrer. Moi, j'avais dit à Thierry Frémaux, mais t'as qu'à enlever le nom de celui ou de celle qui fait le film, et on verra si tu t'y retrouves dans tes choix. Et je pense qu'il s'y retrouverait. C'est pas un truc... Maintenant, il y a cette folie de 50-50, de quotas, avec il n'y a plus de prix, il n'y a plus le prix masculin, féminin d'interprétation à Berlin, je crois, ou à Venise, Oui. à Berlin. Je trouve ça idiot, pardon, mais je trouve que tant qu'on en fera un sujet, ça restera un sujet. Ce que je trouve bien, par exemple, les Césars, il y a un film qui est nommé, je crois, c'est le plus nommé, je crois, c'est le film de Louis Garrel que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, qui est un bijou, qui est le film que j'ai préféré cette année, et ça fait longtemps même que j'ai pas aimé un film autant, et qui rend hommage aux femmes. Donc c'est pas pire, je veux dire, c'est un homme qui fait ce film, mais c'est un film de femme, c'est un film sur les femmes, c'est un film sur sa mère, c'est un film qui est bouleversant sur l'amour qu'il a des femmes. Est-ce que c'est pas mieux encore que d'avoir des films de femmes? Je veux dire, du moment que la femme est mise à l'honneur et que c'est beau, ben voilà. Mais après, le truc de il n'y a pas Rebecca Zlotowski, moi je suis bien déçue parce que j'adore son film, qu'ils ont été très nombreux à l'adorer. Il n'y a pas mon film dans les premiers films. C'est surprenant pour moi parce que
tellement de gens ont aimé le film, je me suis dit, ah, c'est pas parce que je suis une femme, c'est parce qu'il y a moins de gens peut-être qui l'ont vu, il y a moins de gens qui ont voté pour, surtout que d'autres, et puis voilà, et puis il faut... C'est pas grave, quoi. C'est pas... Mais c'est pas plus difficile pour une femme cinéaste de travailler, de monter ses projets? Non, aujourd'hui, je crois pas. Mais d'ailleurs, on dit aujourd'hui, je crois pas. Je pense qu'il y a des choses qui ont bougé, heureusement, des choses qui changent encore et qui doivent changer. Moi, il y a un truc qui reste une énigme et qui reste injuste, c'est les salaires des hommes et des femmes au cinéma, comme ailleurs. On touche 3 fois moins qu'un homme, à notoriété égale, ou 2 fois moins, dans le meilleur des cas. Mais ça, c'est complètement pas normal. Et ça, je me souviens que c'était... quelle actrice l'avait dit aux Oscars exceptionnellement bien. Je me demande si c'était pas Kate Winslet ou Meryl Streep, ou je sais plus. Mais en tout cas, ça, c'est complètement normal. Mais en revanche, finalement, on dit qu'il y a plus de femmes aujourd'hui qui font des films, moins de femmes, nanana, plus de femmes, moins de femmes. À mon époque, vous avez vu le nombre de femmes que vous avez citées qui m'ont choisi il y a 30 ans? Il y avait beaucoup de femmes qui faisaient des films. Il y avait, sans compter Claire Devers, Claire Denis, Martine Dugofson. Il y avait énormément de femmes qui faisaient des films déjà, et en qui on faisait confiance, et qui continuent à faire des films. D'autres se sont évanouies en cours de route, parce qu'il faut tenir la distance et que c'est dur. Nicole, elle est toujours là, elle fait ses films, et des grands films. Et Claire Denis, elle fait ses films. Et aujourd'hui, on a Mia Hansen-Love, Rebecca Zlotowski, on a Justine Triet, on a Claire Burger, des grandes réalisatrices. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire des bons films. Quand c'est un bon film, on fait son film. Moi, je veux croire à ça, en tout cas. Je veux pas croire à autre chose. Sinon, c'est donner de l'eau au moulin. Au moulin de... Enfin, je veux dire, c'est donner encore à discuter autour de ça. Moi, je pense que tant que ce sera un sujet, ça veut dire... j'aime bien l'idée que il y a des vrais sujets autour de ça. Les salaires, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. On le sait. C'est concret. Il faut lutter pour que ça change. Mais je pense qu'aujourd'hui, les femmes arrivent à être indépendantes, arrivent à être libres, arrivent à faire... C'est même parfois déstabilisant pour les hommes. Enfin, il y a tout un truc... après, c'est très, très compliqué. Tout a changé, tout a bougé. Il y a du mieux, il y a du moins bien dans tout. Bien sûr. Et alors, donc, je voulais aussi qu'on parle, avant de donner la parole ici à vous dans la salle, qu'on parle un peu de votre famille de cinéma, parce que c'est une famille extrêmement diversifiée. C'est une famille qui est ouverte sur des films. Là, l'année dernière, par exemple, c'était Novembre, et puis aussi Brisé, que vous retrouviez. Il y a toujours eu, enfin, en tous les cas, depuis maintenant plusieurs années, il y a toujours cette diversification, peut-être, de votre travail d'actrice. Vous cherchez à ne pas être justement prisonnière d'un créneau. Oui, ça, c'est les choix, en fait. C'est les choix qui ont fait que, sans le vouloir et en le voulant, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais sans le vouloir et en le voulant, sans calculer, j'ai choisi de faire des choses différentes. Je passe, mais dès le début, si vous voulez, quand j'arrive avec Les Patriotes, qu'on est à Cannes, que le film est en pleine lumière et qu'on me connaît avec ce film, j'aurais pu me dire, il faut que je continue dans cette voie-là, puisque les gens me découvrent là, il ne faut pas que je les déçoive, il ne faut pas que j'aille ailleurs. Donc on m'a proposé une dizaine de call girls après, hein, enfin, ou d'équivalence de filles qui jouent sur son physique, sur son glamour, sur son truc. Et arrive le scénario de Laetitia Masson, qui m'avait vu, je crois, dans des courts-métrages ou autrement, ou au conservatoire, ou je ne sais pas, qui me propose, en avoir ou pas, le rôle d'une fille qui n'a pas de boulot, qui va devenir poissonnière à Boulogne-sur-Mer, et qui est paumée dans Lyon et tout ça. J'aurais pu le refuser, ce film, en me disant non, là je vais choquer, je ne sais pas où je vais et tout. J'ai adoré le rôle, j'ai adoré cette fille, et j'ai choisi de faire ça. Ce qui fait que ça ouvre.
involontairement, mais ça ouvre. Les gens se disent, attends, elle était call girl avec 7 cheveux sur la tête, une robe mini, on croyait à son métier de pute de luxe. Tout à coup, elle est poissonnière avec une tête de poissonnière. Enfin, il n'y a pas de tête de poissonnière, au secours. Ni de tête de pute de luxe non plus. Mais je veux dire, la distance était très large, quoi. Et donc ça a ouvert directement. C'est comme si je leur disais directement, voilà, je vous explique, moi au conservatoire, je passais de Annie Hall de Woody Allen à L'Infante dans le Cid. Vous êtes gentil, on est au cinéma, mais on ne va pas se restreindre à me classer dans un genre. Surtout pas. Moi, ce qui m'amuse, c'est de passer de Jacques Audiard, qui me fait jouer une pucelle dans son film Un héros très discret, à Albert Dupontel qui me fait jouer une juge super en panique. Et tout ça, tout le temps. J'adore passer de Bruno Podalides et sa poésie et son monde à Stéphane Brisé, Mademoiselle Chambon et son monde. C'est une chance, mais je veux dire, ce qui est une chance, c'est que, au même titre qu'il ne faut pas vous prendre pour des idiots, ça j'en suis intimement persuadée, il ne faut pas non plus prendre les cinéastes pour des idiots. Et donc, je pense qu'il y en a qui ont vraiment des idées et qui ont vraiment envie de surprendre avec les acteurs, qui ont envie Louis Garrel, quand il reprend Anouk Grimbert là dans ce rôle de mère inattendu, et que c'est un geste de cinéaste vachement intelligent et vachement gratifiant pour l'actrice qu'elle est. Et ça, il faut faire confiance dans les cinéastes. Et tout le monde ne viendra pas vers moi, hein, mais moi, en faisant ça, si vous voulez, en faisant inconsciemment ce chemin, je sais que ceux que j'aime viendront peut-être. Mais ils viennent. Ils viennent, pas tous, hein. Il y en a encore plein qui ne sont pas venus, mais qui vont peut-être venir, mais ils viennent, ouais, ils viennent. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau de votre travail, techniquement parlant? Parce qu'il y a bien sûr cette mythologie autour des acteurs sur leur méthode, leur façon de préparer les rôles. Et vous, en travaillant avec Téchiné, avec Podalides, avec Romer, non pas avec Romer, avec René, avec toutes sortes de cinéastes différents, justement, ça veut dire que vous acceptez des façons de travailler différentes. En fait, je comprends encore mieux maintenant que j'ai réalisé un premier film, mais je regarde beaucoup le metteur en scène, ou la metteur en scène. Je les regarde, en fait, je les espionne. Moi, quand je suis sur un film d'André Téchiné, je l'espionne, et je vois un cabri, c'est-à-dire je vois un homme âgé dans la vie, qui devient un enfant sur le plateau. Je vois plein de choses de lui, je me mets à l'aimer comme il m'aime, déjà, parce qu'il m'aime, je l'aime. Enfin, vous voyez, il y a un truc d'être choisi par lui. Et tout à coup, il y a un personnage de mère, très beau personnage de mère, et un peu idéal. On l'appelait Mary Poppins, nous, avec André, parce qu'on avait l'impression que c'était la mère idéale qui comprend tout, qui met des fleurs quand il fait pas beau, qui comprend son fils qui devient homosexuel, elle ne le juge pas, elle est là, Mary Poppins, quoi, on l'appelait. Donc on a des codes. En fait, moi, avec André Téchiné, parce que ça ne se travaille pas, si vous voulez, je ne travaille pas pour André Téchiné. Je ne me dis pas, bon, je vais tourner avec André Téchiné, je vais regarder tous les films d'André Téchiné, je vais travailler à la André Téchiné. Vous voyez, pas du tout. Je rencontre André, qui est une personne, je me dis, voilà, il me donne ce scénario avec ce rôle-là. On va s'entendre, c'est sûr, parce que j'adore le rôle. Et puis, premier jour, on ne se connaît pas. Premier jour de tournage, je vous raconte une anecdote. On est dans la montagne la plus haute de je ne sais plus où exactement, mais dans une montagne vraiment, en plus il neigeait, on était presque bloqués dans la neige. Tout à coup, je vois cet homme de 75, je ne sais plus quel âge il avait, porter les câbles, devenir un ado, quoi, sur le film, hyper émouvant. Et ma scène, la première scène que j'avais à jouer, c'était, donc j'étais une médecin de village dans mon 4x4 là, qui va comme il n'y en a plus aujourd'hui, qui va de maison en maison soigner ses patients, et qui est d'ailleurs visiblement qui a un rapport fort avec ses patients. Elle a une clientèle, voilà. Et j'arrive chez une femme enceinte, première scène que je tourne, hein. Je ne connais pas André, on se connaît
On s'est dit bonjour, on s'est dit qu'on voulait faire le film ensemble, on a dû dîner une fois ensemble. Il connaît ce que j'ai fait, je connais ce qu'il a fait. Voilà. J'ai un costume qu'on a trouvé quasiment la veille, parce que André a adoré le manteau de la médecin qui m'a juste expliqué comment on mettait un stéthoscope sur le torse de quelqu'un, comment on prenait le pouls, comment 2-3 trucs. Mais vraiment pas acteur studio, hein, je dis vraiment vraiment 3 trucs, quoi. Et alors, quand elle est arrivée, il a adoré, elle avait un petit duffel-coat vert, il m'a dit « Ah tiens Sandrine, mets-moi ce duffel-coat là pour voir et tout ». Je dis oh, « Mais il est horrible ce duffel-coat ». Mais bon. Il me met, j'étais un peu un sapin de Noël, d'un coup très vert, et j'ai adoré en fait, parce que c'était un peu enfantin et tout. Après, il voit un bonnet rouge, il me dit « Vas-y, mets ce bonnet » et tout. Je dis « Oh putain, je vais avoir une gueule dans le film d'André, ça va être un cauchemar ». Mais je mets le bonnet. Là, d'un coup, ça m'indique tellement de choses sur cette médecin qui a un petit duffel-coat, son petit bonnet, qui cherche pas à plaire, qui est là, qui est humble dans son truc, vachement... Ça indique des choses, ça. C'est une direction d'acteur, ça. Et donc, et j'arrive dans la scène avec ma petite mallette pour soigner cette femme enceinte qui transpire, qui est pas bien et tout ça. Donc, j'ai quand même à jouer une médecin, à être crédible dans le rôle d'une médecin. Et j'avais des gants en laine. Et je n'enlève pas mes gants. Dans mon envie, dans mon instinct de jouer cette scène. Je devais arriver, me poser à côté de cette femme, l'ausculter et repartir. Et je me dis, je ne vais pas enlever mes gants. Ça raconte que cette femme, elle est là, efficace, pas longtemps, elle a ses patients, elle n'a même pas besoin d'enlever ses gants, elle fait ses trucs, elle est très forte dans ce qu'elle fait, et elle va vite, elle est humble, ils ont confiance en elle et tout ça. Et je me dis, c'est quand même mon idée de ne pas enlever ses gants. Enfin, je me dis ça. Et je vois, donc on fait un plan de moi qui ausculte la fille, et puis André me dit, c'est très bien, on va en faire une deuxième. Il sécurise le truc en faisant on fait que 2 prises, de moi qui dit à la femme, mais vous allez bien, mais dites-moi ce que vous avez, et puis je l'ausculte comme ça, machin, truc, et il me dit, ah, c'est très bien, on croit totalement à ça et tout ça. Et je me dis rien, mais je me dis, moi, je vous le dis pas maintenant, mais je vais vous dire ce que je me suis dit, parce que sinon je vous vends le truc. Et là, il se retourne vers son chef opérateur, Julien Hirsch, que j'aimais beaucoup, et il lui dit ok, on a tout ce qu'il faut sur ce plan, on va juste faire un gros plan des gants de Sandrine, des mains de Sandrine avec ses gants. Et là, je me dis, il a tout compris. J'avais envie de pleurer. Je me dis, mais le secret que j'avais, il l'a vu. Il a vu que j'avais pensé à ça, qu'on ne se l'est pas dit, mais que c'est le personnage. Et donc, j'ai bon dans ce truc-là. Et on s'aime. Voilà. Ça, c'est débile, mais c'est ça. Mais il peut y avoir aussi il existe des cinéastes très dirigistes. Oui. Et ça vous convient aussi Rochant l'était. Rochant était très dirigiste. J'ai plus de mal après à voir les films dans lesquels je joue. Je vois toujours les films une fois finis, parce qu'il y a toute une partie du film que je ne connais pas, et c'est la moindre des choses que de voir le film fini dans lequel on joue. Je ne les vois pas du tout 2 fois. J'ai remarqué que quand le metteur en scène est très dirigiste, ça me convient, comme peut être Dupontel par exemple, ou Rochant notamment. Rochant est un des plus dirigistes que j'ai connus, qui était le premier. Ça me convient sur le moment, mais après, quand je vois le film, je revois la direction. Je me vois entendre et soumise à cette direction. C'est presque comme si après je me trouvais un peu dirigée, quoi. Enfin, dirigée moins instinctive, voilà. Alors que dans En avoir ou pas, je vois le film. Je vois un ensemble de choses. Mais sur le moment, ça me convient aussi, oui. Et puis ça m'aide, mais c'est des petites directions. J'ai jamais été très dirigée. En fait, c'est Stéphane Brisé, par exemple, qui va me dire, pour des bêtises, il y avait une scène dans Mademoiselle Chambon. Il y a tellement de scènes difficiles dans Mademoiselle Chambon, enfin, qu'on pourrait croire difficiles et qui le sont mais ne le sont pas parce que c'est tellement le personnage que c'est des petits paris, mais des petits défis qu'on se donne comme quand on est enfant en disant tiens, si je fais ça, elle va croire à mon Zorro, ou si je fais ça, elle va pas croire à mon Zorro. Donc il y a des petits défis, mais sur des petites choses aussi simples que, par exemple, à un moment, je me souviens dans Mademoiselle Chambon, je mets des macarons en forme de visage sur la table pour le faire sourire, je crois, ou un truc comme ça. Et j'arrivais pas à faire cette scène. Je me disais, et je lui dis une phrase.
Et je trouvais que la phrase allait pas. Alors je dis à Stéphane, mais alors que jamais, très rarement, je parle sur un plateau où je change des phrases, généralement c'est moteur-action, je joue la scène, merci, au revoir. Enfin, je veux dire, c'est simple. Et là, un blocage comme sur une ouverture de porte, qui peut être dur à faire, une ouverture de porte. Pour un personnage, ça peut être débile ce que je vous dis, mais ouvrir la porte et dire ça suffit maintenant peut être plus dur que toute une séquence, quoi. Comme arriver que pour 2 jours au lieu d'avoir 20 jours de tournage, ça peut être plus dur parfois. Bah là, cette séquence où je devais mettre ces macarons, j'y arrivais pas. J'avais une phrase et Stéphane arrive et il me dit je pense peut-être, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de talent en fait, il me dit jusque-là, ce que tu as trouvé pour elle, c'est qu'elle parle pas très fort. Et là, j'ai l'impression que tu as monté le son, que tu parles un peu plus fort. Tu as perdu Véronique dans le son de sa voix. Et j'ai dit ah ouais, d'accord. Et en fait, on refait la séquence et c'était bon. C'était que un truc qui n'était pas senti, en fait. Oui, vous aviez eu un peu le fil qui avait. J'avais perdu la voix de Véronique, mais sur l'intensité et en fait la voix, donc ça racontait que j'avais perdu un peu sa timidité, que j'étais plus dedans, quoi. Et en fait, c'est lui qui m'a remis dedans avec juste une petite indication. Donc parfois, c'est des petites indications qui nous aident. Bruno Podalides aussi m'avait dit un truc. Je ne sais pas si vous avez vu les 2 Alfred. Formidable. Et à un moment, je pique une crise de folle, en fait, parce qu'elle est complètement hystérique. Et j'y vais, mais à fond. Et là, il me dit, coupé. Il était mort de rire. Il me dit, peut-être un peu trop. Et je lui dis, ouais, mais quand même. Il me dit, bah maintenant, on l'a, celle-là, mais bon, on fait la version un peu. Mais c'est tout. Je veux dire, ça, j'adore, parce il aime, mais on essaye des. C'est comme un musicien, chef d'orchestre, qui dit peut-être un tout petit peu moins serré sur les cordes, peut-être un tout petit peu moins brutal sur les notes. Moi, je considère vraiment que c'est proche de la musique, en fait. Alors, je voulais qu'on dise, après, je vous donne la parole, bien sûr, dans la salle, mais juste un mot, peut-être, parce que vous allez en parler demain, de votre premier film, Une jeune fille qui va bien. J'ai insisté un peu au début sur la légèreté, puis ensuite, on a parlé de la diversité de votre façon, on pourrait dire presque, de papillonner entre des univers différents dans le cinéma français. Mais alors, quand vous faites votre premier film en tant que réalisatrice, pour le coup, il y a un ancrage, même un double ancrage très marqué. Il y a le monde du théâtre pour des jeunes acteurs, enfin des jeunes qui font leur apprentissage au conservatoire, et puis l'histoire d'une famille juive sous l'occupation. Donc tout d'un coup, c'est très très spécifique et très fort. Enfin, ces 2 thèmes, c'est ancré pour vous dans votre. Enfin, il y a une histoire qui. Je peux pas faire les choses comment dire, sans les sentir entièrement. Donc, il fallait, si j'osais faire un premier film, il fallait que j'ai une vision de la chose, parce que réaliser un film, c'est avoir une vision sur quelque chose, c'est avoir un regard sur quelque chose, un parti pris, un angle choisi. Et j'avais cet angle depuis longtemps de parler du pire par le meilleur, en fait, de parler de la joie, ce qui est quand même un sentiment très fort dans la vie, la joie, la jeunesse, parce que c'est une période où... Et cette jeunesse-là, c'est-à-dire la jeunesse, en tout cas pour mon premier film, la jeunesse que j'avais vécue moi au moment où j'ai l'impression de renaître. Moi, j'ai l'impression de renaître avec le théâtre, avec les cours du conservatoire, avec ce passage du concours, avec tout ça. Et comme il fallait que je parle de l'âge le plus beau, je me suis dit, c'était quoi, moi, l'âge le plus beau? C'était quand je passais le conservatoire, quand je voulais être actrice et que tout à coup, les astres se sont alignés et qu'il y a eu un démarrage de quelque chose, de ma passion. Donc, j'ai voulu mettre ça dans le film pour parler de l'âge le plus beau. C'est quoi le plus beau dans une vie? C'est de tomber amoureux. Donc, j'ai voulu qu'elle tombe amoureuse. C'est quoi le plus beau dans une vie? C'est d'être heureux en famille, c'est d'avoir les gens qui nous aiment. C'est quoi le pire? C'est d'avoir des gens qui nous manquent. Donc il manque une pièce dans cette famille, il manque la mère.
et on se construit avec des manques. Donc il y a tout ça dont je voulais parler. Et puis après, c'est quoi le pire dans la vie? C'est l'injustice. Et donc, surtout quand elle s'abat sur une jeune fille qui a tout pour elle et que rien ne devrait arrêter dans son élan. Donc, je voulais parler de ça, de la jeunesse, de la beauté de la vie et de l'injustice. Il faut quand même... pour moi, c'était ce qui est le plus important dans la vie, l'injustice. L'injustice, la raconter autrement. La raconter... L'injustice, c'est de faire des gens une différence, alors qu'on est tous des individus différents par nature. Je suis différente de vous, vous êtes différent de tous les hommes, moi je suis différente de toutes les femmes, mais on n'a pas le droit de nous mettre une étiquette, on n'a pas le droit, et c'est pour ça que je filme ma jeune fille Irène au milieu des autres jeunes filles à la fin du film, dans ce moment le plus vivant de sa vie, où elle attend, où elle a l'espoir d'être actrice, où elle est amoureuse, où sa famille est là, où elle leur donne de la joie, elle pressent quelque chose, mais je les fais danser au milieu des autres filles, comme toute fille qui danse, mais avec cet insigne d'étoile jaune qu'on la force à porter, parce qu'on la montre du doigt comme différente, mais on ne comprend toujours pas pourquoi aujourd'hui. Mais c'était ma façon, si vous voulez, de parler de ce qui me hante depuis petite. Pas parce que c'est la vie de ma famille. D'ailleurs, je ne parle pas de ma famille dans le film. Dans le film, ils sont français. Moi, on est d'origine polonaise. C'est pas du tout la même histoire. Je tenais à ce qu'ils soient français pour parler aussi de comment la France a été à ce moment-là avec toute cette tragédie et tout ça. Mais il y avait plein de... Mais j'étais surprise moi-même. Si vous voulez, quand on écrit, c'est très bizarre parce qu'on a un thème. Moi, j'avais la fin du film très fort dans ma tête où je me disais il faut que ça se termine comme quand j'avais lu le livre d'Anne Frank ou quand j'ai tourné la page et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de page après, et pour cause. On se dit mais c'est horrible, en fait elle n'écrit plus parce qu'elle n'est plus là, quoi. Et je voulais que dans mon film, cinématographiquement, il y ait ça. Et en fait, j'ai compris que le film devait être fait le jour où j'ai trouvé qu'elle allait parler et qu'elle allait être interrompue dans une phrase par l'horreur, quoi. Et donc pas dans un élan. Et moi, si je l'ai, clac. Je me dis, au cinéma, un noir de 9 secondes, pas 8, pas 10, 9, racontera ça. Et le plus beau cadeau, c'est quand j'entendais les gens dans la salle à la fin faire ah comme ça, plus que s'il y avait eu un coup de feu, ou enfin autant, différemment, je dirais. Voilà, après, il faut ça pour oser faire un film, hein, j'avoue, il faut un vrai point de vue, il faut un vrai truc à raconter personnel. Et après, je me disais, les gens n'aimeront peut-être pas, les gens... Je me suis même pas posé la question, en fait, des gens, de vous. Je me suis dit, c'est vital pour moi de faire ça comme ça, et si c'est vital pour moi, bah, peut-être que ça apportera un nouveau regard sur cette chose-là, et on verra. Mais en tout cas, moi, je devais le faire jusqu'au bout, comme je le sentais, avec les gens que j'ai choisis, qui m'ont aidé à le faire jusqu'au bout, quoi. Et ça a été une des plus belles aventures de ma vie jusque-là, c'est de faire ce film. Parce qu'en fin de compte aussi, ce film, tout ce qu'on s'est dit là est dans ce film. L'amour que j'ai de mon métier, l'amour que j'ai pour l'amour que j'ai pour la singularité, l'amour que j'ai pour la justice, pour faire ce qu'on sent, pour pas qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut la vivre, qu'il ne faut pas être chopé par derrière par des traîtres. Le film est magnifique et vraiment, je vous invite à le découvrir si vous ne l'avez pas vu, c'est demain matin. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre visite et on a beau être à l'intérieur, c'est une rencontre lumineuse. Merci. Je voulais vous poser une question. Comment s'est fait le choix de la programmation de la rétrospective dans Premier Plan? Et je pense en particulier à un film que vous venez d'évoquer avec André Téchinet quand on a 17 ans. Quand j'ai su que vous veniez, je me suis dit on va trouver ce film. Alors pour deux raisons. Une raison, c'est que ça m'a fait évoquer aussi Le Lycéen, le film qui vient de sortir. Il y a des analogies assez troublantes, donc d'avoir effectivement un réalisateur d'un certain âge, un réalisateur plus jeune, 6 ans après, donc c'est intéressant. Et puis aussi un souvenir personnel.
Quand votre mari décède et qu'il y a la voiture des officiers qui arrive, vous poussez un cri. Et votre talent fait que tous les matins où j'ai entendu à la radio qu'il y avait eu un ou des soldats français qui étaient morts, tués dans une action à l'extérieur, j'ai entendu votre cri et je me suis dit, hier soir, il y a une femme, il y a une mère, il y a une fille qui a dû pousser ce cri. Donc c'est la force de votre talent. Et donc comment s'est fait le choix de la programmation? Ben, merci beaucoup, surtout de ce que vous dites. La programmation, il fallait choisir, quoi. C'est compliqué, hein. Moi, j'ai pas réfléchi 100 ans, hein, parce que je leur ai dit, ok, on va faire ça très vite. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Et puis voilà, on a fait. C'est des souvenirs bizarres qui remontent, et donc on a fait par étapes de souvenirs marquants. Mais il pouvait y avoir le film de René, qui pour moi est très 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 fort parce que c'était lui, pas parce que c'est son meilleur film, mais parce que c'était dingue tout à coup d'arriver sur le plateau de René avec une caméra à ça de moi. J'avais des plaques rouges partout en me disant c'est Alain René qui tourne. Ah. André, oui, parce que d'abord André, je pensais pas m'amuser autant avec André. On a ri énormément. Ce cri dont vous parlez, c'est incroyable parce que c'est le premier truc dont il m'a parlé, André. Il m'a dit il faut que tu trouves ton cri. Je dis bah moi je le trouverai sur place. Hein. Je vais pas réfléchir à ce cri. En revanche, je lui ai demandé de regarder un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Georgia d'Arthur Penn, où à un moment tragique, atroce, où une mère voit son mari tiré dans des gens à un mariage, et il tue à peu près tout le monde dans le mariage, la mère crie. Et en fait, son cri, c'est ça, c'est « et il n'y a rien qui sort ». Et ça m'avait complètement traumatisée, ce truc. Je me dis, mais quelle idée de génie, surtout qu'elle le joue génialement, l'actrice. Et donc je dis à André, tu sais, un cri, ça peut être aussi ça. Donc il voit, il me dit, ah c'est génial, c'est génial, c'est génial, le truc, ah bah quelle histoire, et truc. Et je lui dis, oui, mais tu vois, je pense pas qu'elle ait travaillé son cri. Donc, et c'était super fort parce qu'en fait, au moment du film, et c'est marrant parce que vous l'avez mis à ce moment-là du film, alors que le cri n'a pas lieu à ce moment-là. C'est quand elle se lève la nuit, elle cavale dans la nuit et elle va contre toute attente jusqu'au cimetière et elle veut grimper. Et là, son fils arrive, lui court après et voit qu'elle devient folle, en fait, qu'elle peut plus, elle veut aller gratter la tombe de son mari, quoi. Elle veut le toucher, elle veut être avec lui. Et donc il la prend comme ça, et avec son ami que jouait Corentin d'ailleurs. Et ils me sortent tous les deux de la petite barrière, là où je monte comme ça pour le retrouver. Et en me tirant comme ça, je crie. Et le cri est sorti. J'ai dit, fais-moi confiance André, le cri il va sortir, je sais. Et il m'a dit, mais t'es sûr? Je lui ai dit, mais sûr. Et il a fait qu'une prise. Oui, bonjour. Alors déjà, je suis très heureux d'avoir assisté à votre parcours, à cet hommage. Donc bravo pour votre travail. Et c'est vrai que dans le film 9 mois ferme, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Moi-même, je suis sourde et c'est un film très visuel, avec beaucoup d'expressions. Et ça m'a accroché tout de suite, quoi. Et j'ai le temps à passer très vite devant le film, donc bravo pour ce travail. Merci beaucoup, merci. Ça me touche beaucoup. Parce que vous devez ressentir les choses autrement, inévitablement. Et ça me touche. Bonjour. Bonjour. Enchantée de cette rencontre. Merci. J'ai deux sortes de questions à vous poser. La première, c'est combien de temps on met à quitter un rôle et quel a été le plus difficile à quitter pour vous? C'est vachement intéressant. On m'a jamais posé cette question. Je m'en doute. C'est bien. C'est vrai? On m'a jamais posé cette question, je crois. Alors, attendez, je vais bien répondre à cette question.
Combien de temps on met? On met pas, on appréhende le moment, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va le quitter. Vous voyez ce que je veux dire? Les jours passent et puis on se dit, ah, dans 2 jours, je vais quitter ce rôle. Ah, demain, c'est le dernier jour de tournage. Alors, il y a tournage et tournage. Hein. Il y a dans autant de films que j'ai faits, il y a des films que j'ai tellement aimé faire et puis des films qu'on fait, qu'on a choisi de faire, donc on a envie de les faire, mais c'est moins marquant, c'est moins la rencontre avec le scénario qu'on garde comme un cadeau, vous savez, le truc vraiment des films qu'on chérit. Ça n'arrive pas tous les 4 matins non plus, hein, mais j'ai eu beaucoup de chance, il y en a eu plusieurs. Donc on met très peu de temps à quitter un rôle. En fait, c'est vraiment, on met très peu de temps pour moi, hein, à rentrer dans le rôle. C'est vraiment, je parle souvent des cours de récréation et des enfants quand on joue dans la récré. Donc on rentre dans le rôle comme les enfants, enfin en tout cas moi. Et puis c'est comme les enfants aussi qui calculent, qui disent ah là là, la fin de la récré c'est dans 5 minutes. Vous voyez le trac qu'on a avant que ça sonne. On se dit il faut profiter, il faut profiter, il faut profiter avant que ça sonne, avant qu'il y ait la sonnerie, avant qu'il y ait la sonnerie. Et puis il y a la sonnerie. Et puis il y a des jours où j'ai pleuré parce qu'il y avait la sonnerie. Je vous parle même pas de mon premier film où là c'était des sauts de larmes que ça se termine. Mais comme actrice, il y a des jours où vraiment, le film de Mouret, par exemple, quand ça s'est fini, avec Vincent Macaigne, on a pleuré. Avec Mouret, on a pleuré tous les 3, ça se terminait. Je quittais Charlotte, que j'adore, mais que je quitte pas, en fait. Je veux dire, tous les personnages que j'ai vraiment aimés, je me souviens de tous leurs prénoms, je me souviens de pourquoi je les ai faits, de ce qu'ils m'ont apporté, de comment ils m'ont fait me rencontrer moi-même aussi, parce que quand je joue Alice dans En avoir ou pas, Poissonnière, quand je joue France Robert dans À vendre, que je voulais revoir d'ailleurs, de Laetitia Masson, quand je joue Mademoiselle Chambon, ou les films de Bruno, ou des trucs comme ça, les personnages, ils sont... Je veux dire, c'est pas anodin, quoi. C'est comme rencontrer quelqu'un. Il y a des rencontres comme ça, et puis il y a des rencontres très très fortes, et les rencontres très très fortes, elles sont en nous. Moi, je les ai rencontrées, ces femmes, je les ai jouées, je les ai défendues, je les ai aimées, je les ai vécues. Donc elles sont là, et donc c'est comme la sonnerie. Mais une fois que la sonnerie a retenti et que c'est la fin, bah, on remonte en cours, on rentre chez nous, dans nos vies, parfois avec on est un peu secoué, on a parfois une petite dépression, un petit épisode dépressif de retrouver nos marques. Moi, je suis très sensible à mettre le costume, enlever le costume. Ça, c'est vraiment, j'ai une habilleuse qui s'appelle Lolo, elle me connaît par cœur. C'est vraiment symbolique pour moi. C'est-à-dire, le premier jour de tournage, je mets le costume et c'est super et tout. Et les derniers jours de tournage, j'en peux plus du costume. Mais c'est parce que ça m'aide à sortir du personnage. Je me dis, j'en peux plus, je lui dis tout le temps. Je lui dis, j'en ai marre de ce costume, j'en ai marre de ces chaussures, j'en ai marre. Elle me dit, ah, ça y est, toi, tu sens que c'est bientôt la fin et tu veux te persuader que t'en as marre de tout ça. Et donc je remets mes bijoux, je remets mes trucs, je redeviens bien moi-même et tout ça. Et puis on range le costume, et puis on rentre à la maison. Et puis il y a une marque plus ou moins forte de ce qu'a été l'aventure, quoi. C'est pas rien. Longtemps j'ai dit, oh mais c'est rien. À moteur on commence, à couper c'est fini, on rentre à la maison, que les films soient graves ou drôles, ça n'a aucune incidence sur la vie. C'est pas vrai du tout en fait. Avec l'expérience, quand un film est grave, vous avez une petite tendance à être grave vous-même. C'est un jour ma fille qui m'a dit sur le film d'Alain Resnais, elle me dit, mais maman, c'est incroyable, en fait j'ai remarqué que quand tu fais un film, tu es habillée dans le film. Je lui dis quoi? Elle me dit, bah, tu es habillée en Resnais là. Je lui dis, je suis habillée en Resnais. Elle me dit, oui, regarde, tu as une natte, tu mets jamais des jupes longues, tu as des jupes longues, on dirait une anglaise, elle me dit. Et je lui dis, ah bah oui, c'est vrai, je joue une institutrice anglaise. Elle me dit, oui, tu es en Resnais. Et juste après, tu seras en Bruno Podalides et tu seras en... Et ça, il y a des petites notes, des couleurs, des trucs qui
trimballe le temps du tournage. Et puis après, on se réhabille. Et c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que pendant mon film à moi, je me suis jamais sentie autant habillée moi-même, en moi-même. Bah forcément, puisque je n'endossais pas les costumes que les autres endossaient pour moi. Mais là, j'étais hyper moi, trop contente d'être dans mon jean, dans mon pull, à leur dire « Allez, hop, c'est à vous de mettre le costume. Moi, je vous regarde maintenant. Enfin, je vous aide. » J'aimerais que vous me parliez de votre rôle de chanteuse. Ah, Parce que je me suis beaucoup reconnue dans La Godiche. Ah. Mais J'ai aimé a vraiment fait craquer mon cœur. Ah, merci. Eh bien, écoutez, c'est exactement ça ce que vous dites. C'est un rôle de chanteuse. Je me suis jamais prise pour une chanteuse. Je me suis jamais sentie chanteuse. Mais j'adore jouer à la chanteuse, donc je vais m'y remettre. On s'y est remis, là. Et ça va être moins Godiche. J'espère que vous allez vous y retrouver aussi, mais ça va être moins Godiche. C'est plus mélancolique, plus mûr, plus, je sais pas, plus... Il y a moins d'ironie, je pense. Mais c'est des chansons un peu qui ressembleraient aux chansons que j'ai pu aimer, moi, quand j'étais... Je sais pas, les chansons de Véronique Sanson jeune, ou Françoise Hardy jeune, ou... Bon, évidemment, ça tournera autour de l'amour, hein, je pense. Mais oui, je vais rejouer à la chanteuse dans pas longtemps, avec beaucoup de trac, parce que c'est très dur comme rôle. Mais c'est très libre, là encore, c'est très libre. J'espère que vous aimerez. Merci, c'est une très bonne nouvelle. Merci. Et voilà, donc on arrive au bout de cette rencontre. Vous restez... Merci, Claude, vraiment. Et, vous restez à Angers, hein, vous êtes là cet après-midi pour À vendre, et puis Mademoiselle Chambon, et demain matin pour votre film. Et je voulais dire que, en tant que spectateur, vous êtes une actrice qu'on a le sentiment de rencontrer, parce que vous avez cette rencontre vous-même avec vos personnages. Donc, en voyant vos films, on rencontre quelqu'un, on rencontre au moins un personnage, et peut-être un peu de vous, et que vous rencontrez ici, c'était formidable. Oh, merci. Merci. Ben, moi, j'ai adoré vous rencontrer ici. Vraiment.